Juste pour raconter l'histoire du film, on a démarré il y a 5 ans. C'est un peu long hein, comme projet, mais c'est pour ça que quand on a les premiers chiffres de la première soirée, on est un peu tendu. Est-ce qu'on a passé 5 ans de notre vie pour quelque chose qui va exister ou non? C'est un peu tendu comme je sais pas. À l'origine, c'est donc Laurent Charbonnier, un des co-réalisateurs, qui est notre naturaliste français en documentaire, beaucoup travaillé avec Jacques Perrin, la BBC, National Geographic. C'est Monsieur Nature. Quand le documentaire animalier a besoin de plans spécifiques, on va souvent le chercher. Et c'est quelqu'un qui collabore au film animalier depuis très longtemps et c'est un peu notre petite star animalière. Il est très animalier, très factuel, très dans le propos documentaire. Et un jour, il monte un projet qui s'appelle l'Arbre de Noé, où il veut expliquer tous les animaux qui vivent dans l'arbre. Il n'arrive pas à monter le projet, ça lui prend 10 ans, personne n'en veut, il ne le monte pas. Et un jour, Michel Seydoux le rencontre dans une petite organisation solognote. Et Laurent Charbonnier dit à Michel, écoutez, voilà, mon projet, ça fait 10 ans qu'il porte, donc il a la ritournelle. Et Michel lui dit, écoutez, c'est formidable, je connais votre réputation, je connais vos films, c'est extra, mais moi je suis producteur de films, et je sais que le plus important, c'est de raconter une histoire. Et donc va commencer cette espèce d'alliance entre le grand naturaliste et le producteur raconteur d'histoire, qui va devenir 2 co-réalisateurs, parce qu'en fait, ils vont écrire l'histoire ensemble. Et donc le film va devenir ça. Dès le début du projet, il y a 2 axes qui nous semblent super importants. D'abord la véracité scientifique de ce qu'on va raconter. Et donc très très vite, je crois que c'est 2019, hein, très vite on s'approche du Muséum d'histoire naturelle pour voir si on peut collaborer avec eux et surtout pouvoir avoir des validations d'étapes de notre projet. Donc pendant les 3 ans, ils vont nous aider à essayer de comprendre comment on peut mettre ce film en image sans voix off. Ce qui est tout un art, parce que c'est dès le début le challenge, et Michel Seydoux me briefe de telle manière qui est, écoutez, l'arbre c'est un immeuble, on va parler de ses habitants. Voilà le brief du film. Pas de voix off. Donc il faut tout raconter par l'action, par l'émotion et par le destin des animaux pour raconter le végétal. Voilà le principe général du film. On va donc écrire un premier scénario, valider ça scientifiquement, d'abord faire des recherches scientifiques, aller faire un casting d'animaux, parce qu'on ne peut pas tout raconter. Donc on va en choisir 4 principaux que vous allez voir dans le film. Les oiseaux pour tout l'aérien, l'écureuil dans toute la structure de l'arbre, les balanins pour tout ce qui est microscopique et les mulots dans le sous-sol. Donc on a tous les étages de l'arbre et ça nous permet de raconter l'arbre complètement. On écrit le scénario et on n'arrive pas à trouver beaucoup de financement. Donc avec Michel, on va faire un truc que je vais vous montrer après, c'est qu'on va dessiner complètement le film plan par plan. C'est un storyboard. Et il a été totalement dessiné plan par plan avant. Donc, en fait, on sait où on va, on sait l'histoire qu'on raconte, et dans cette nature sauvage où il se passe énormément de choses, on va aller capter des moments très précis qui correspondent à la manière de raconter l'histoire. C'est très complexe, ça va prendre 14 mois de tournage, c'est très long pour un tournage de film, et 42 semaines de montage, ce qui est aussi très long pour un montage d'un film. Et on a aussi, sur un point de vue technique, travaillé sur que du grand format d'image, 4K, grand format de son, puisqu'on a travaillé aussi sur ce qu'on appelle une technologie Atmos, c'est-à-dire une immersion sonore totale. C'est 24 sources son différentes qui sont émises dans les salles Atmos. Ici, vous en avez 7. C'est ce qu'on appelle un 7+1, quoi, 8, en fait, 7+1, mais qui est très immersif. Et en fait, on s'est aperçu que l'Atmos était tellement immersif qu'on pensait qu'au son, on se décalait de l'image. Et donc, on a décidé d'exploiter le film dans la condition dans laquelle vous allez le voir aujourd'hui, c'est-à-dire en 7.1 Dolby, qui est très, très immersif et qui fait partie de la narration de ce film. On a été jusqu'à 800 pistes sources sonores à mixer ensemble. C'est donc un travail sonore extrêmement complexe. Et d'ailleurs, on a aussi un partenariat avec l'ONF et j'avais projeté le film à Laurent Tillon avant la finalisation. Et en regardant le film, vers la fin, il me dit « Ah,
nord de la Loire, sud de la Seine. Je dis, mais comment tu peux me localiser l'arbre comme ça? Il me dit au son. C'est-à-dire que le travail qui a été fait sur la bande sonore est à ce point précis, scientifiquement aussi, qu'un forestier peut reconnaître l'endroit à 100 km près de l'arbre. Voilà. Alors après, effectivement, dans le dispositif du film, il y avait Laurent Charbonnier était... donc il y a eu le casting des animaux qui allaient raconter l'histoire, et puis il y a eu le casting du chêne. Le casting du chêne, on en a vu énormément, dont des chênes millénaires, des espèces de trucs fantastiques, ou des chênes plantés en plein milieu d'une prairie qui avait l'air extraordinaire parce qu'on voyait de tous les côtés. En forêt, les chênes assez compliqués parce qu'on n'avait pas de recul, donc on pouvait difficilement raconter l'histoire. Et finalement, à 900 mètres de chez Laurent Charbonnier, on a trouvé un chêne qui était au bord de l'eau. Et au bord de l'eau, on avait et le dégagement de l'eau et la forêt. Donc on avait cette double activité forêt et aquatique. Et puis d'abord une vie animalière assez intense là-dedans. Et le rapport, donc, c'est que sur le premier confinement, Laurent Charbonnier, on est tous confinés, premier confinement, mais on est limité à 1 km de chez nous. Et il est à 900 mètres. Donc il va pouvoir continuer à aller sur l'arbre pendant tout le confinement. Et là, il va se passer un truc absolument dingue, c'est qu'il n'y a plus d'avions, il n'y a plus de chasse, il n'y a plus d'exploitation de bois, il n'y a plus de promeneurs, il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de bruit. Et du coup, la nature revient, au bout d'1 mois et demi, 2 mois, revient dans un état assez naturel, de peur de rien. Et on va à ce moment-là capter des images au bout de 2 mois, sous l'arbre, où il y a tellement d'animaux qu'on n'a même pas osé les monter dans le film, tellement on n'y croit pas. Ça fait trop Disney. On se dit, c'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc on a en stock des images qu'on ne vous montrera pas, qui sont tellement incroyables, mais qui sont peu crédibles sur le problème de la visibilité d'une image. On a tourné donc 350 heures de rush pour 1h20 de film. On a un matériel absolument insensé derrière, que je veux aussi transformer en outil pédagogique et en programme court et en série télévision, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à faire avec. Donc on va essayer de se servir de ce matériel-là pour faire avancer l'éducation à la biodiversité. Donc 14 mois de tournage à l'affût, mais vraiment à l'affût, hein, donc si on arrive à 3 h du mat, on met une tente de camouflage, on met la caméra et Laurent attend et attend et attend. Des fois, il attend des journées entières à rien faire, à rien filmer, parce qu'il ne se passe rien. Ça, c'est un premier gros travail du film, et c'est ce qui va faire toute la structure du film. Puis après, pour des besoins de narration, on est allé chercher des choses un peu plus spécifiques. On s'est notamment associé avec des associations qui s'occupent des animaux blessés dans les forêts. Donc ils recueillent les animaux blessés, les réparent et les remettent dans la nature. Et avec ces associations, on leur a demandé si c'était possible de remettre un certain nombre d'animaux dans le lieu où on tournait, ce qui a été fait et qui a été aussi extrêmement intéressant en termes d'image. Alors il y en a, il y a des animaux, on les mettait, on les voyait pas, on n'avait rien filmé, c'était fini. Bon. Et il y en a d'autres qui restaient des fois 1 heure, 1 heure et demie, des fois 3 jours, des fois 5 jours aux abords de l'arbre. Et donc on a pu aussi filmer beaucoup de choses là-dessus. Après, il y avait 7 équipes spécifiques au film. Il y a de la macro. Donc, je suis allé chercher les chefs opérateurs spécialisés dans la macro. Il y a de l'aérien. Je suis allé chercher les chefs opérateurs spécialisés dans l'aérien. Voilà, une succession de profils techniques pour faire ce film très spécifique. Et le storyboard nous a énormément aidé, puisque effectivement la cohésion de tout ça, c'est que le film a été vu, pensé, avant d'être réalisé. Donc on savait comment on voulait raconter ce film. Et c'est ce que vous allez voir en résultat. Après, vous verrez qu'on a eu aussi des surprises, des bonnes et des mauvaises. On s'est beaucoup appuyé sur le muséum là-dessus, et notamment sur Marc-André Sellos, qui est vraiment un expert du domaine.
Donc on a commencé à aller le voir, il m'a montré des images insensées de comment était le mycélium, des gros plans, j'avais des problèmes d'échelle, donc je suis retourné avec le storyboarder, on a essayé de dessiner le truc pour qu'on puisse le mettre en image, mais on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le faire en image réelle. Il y a deux solutions là-dessus, il y a le time-lapse, c'est on met une caméra à un endroit, on attend que les choses se développent, ça peut durer un an, en faisant une image par jour. Et l'autre technologie qu'on a utilisée, c'est celle de l'image de synthèse. C'est-à-dire qu'on a fabriqué par ordinateur en fait tout ce qui est mycélium et tout ce qui est champignon. Voilà. Donc cette partie-là est pas naturelle. Par contre, ce qui est derrière, tout l'arrière-plan des racines, lui, l'est. Donc en fait, c'est encore une autre technologie, ce qu'on appelle le motion capture. C'est-à-dire qu'on a défini les mouvements de caméra. C'est pour ça qu'on fait des dessins. Donc on fait le mouvement de caméra sur le décor. Et puis après, on recrée l'image de synthèse dans le même mouvement caméra, puisqu'on a les codes, on a enregistré quel était le mouvement de la caméra. Donc l'image de synthèse peut reproduire ce mouvement-là. Alors, la poursuite de l'autour, vous allez le voir, d'ailleurs, elle est vraiment pensée et dessinée comme ça. Nous, entre techniciens, on l'appelait Top Gun, la séquence Top Gun, parce que c'était vraiment l'objectif du réalisateur, c'est de faire une vraie séquence intense de prise de vue. Donc c'est plus de 10 jours de tournage, il faut quand même le savoir. Et effectivement, ce que vous ne voyez pas, mais les oiseaux ne passent jamais en même temps, au même moment, au même endroit. Ouais, ils passent au même endroit, mais pas au même moment, en fait. Donc on faisait passer les oiseaux, suivant ce qu'on avait des oiseaux, on faisait passer l'autour derrière, et pas au même moment. Et donc il fallait raccorder tout dans des mêmes lumières. C'est assez complexe hein, comme séquence, et avec pas mal de technologies utilisées, de la caméra portée sur câble, de la caméra en drone, de la caméra sur voiture travelling, et de la caméra à l'affût aussi. C'est un autoursier qui est venu avec. Alors effectivement, c'est des oiseaux de chasse, hein, donc ils travaillent avec leurs animaux pour chasser. Et donc c'est un autoursier qui est arrivé pour faire les plans dont on avait besoin. Donc il y a vraiment, c'est 90% du film, il est fait au sauvage. Et puis après, il y a les 10% qu'il faut qu'on aille chercher, qui sont des plans spécifiques pour raconter l'histoire. Et là où on va trouver des technologies différentes pour pouvoir raconter l'histoire. Mais enfin, c'est assez technique, parce que le propos pour nous, c'est pas que vous sachiez ça, c'est que vous viviez un moment dans la nature, et c'est ce qu'on essaye de délivrer en tout cas. Alors ça, c'est une technologie en fait de glace de vitre. C'est-à-dire qu'on vient poser des vitres sur les terriers des mulots, qu'on recouvre bien sûr, donc ils sont noirs, mais qui ont tout un espace dans lequel on va pouvoir poser la caméra et venir vivre ou filmer. En tout cas, quand je dis 350 heures de rush, il y a plein de moments où on filme et il ne se passe rien. C'est compliqué d'avoir des actions, etc. Donc on va filmer contre des vitres, et eux vivent leur vie dans le terrier sans savoir si on filme ou on ne filme pas, en fait. Voilà. Donc c'est aussi une autre technologie pour avoir ces images-là. Mais c'est vrai que tout ça, c'est des petits trucs de cinématographe, quelque part. Et on voulait, nous, que, quelque part, vous posiez pas vraiment la question non plus. C'est que vous soyez vraiment dans la balade naturelle, parce que je me souviens, un des premiers rendez-vous qu'on avait eu avec Guillaume et au muséum, ils nous ont dit, nous, on a vraiment une politique, c'est émerveiller pour apprendre. Et on en a fait notre drapeau, nous. On a dit, si on peut émerveiller pour apprendre, le cinéma est vraiment fait pour ça, on va essayer de reproduire ça en termes de film. Donc j'en profite pour les remercier encore de ce bel adage qui nous a guidés pendant 5 ans, 3 ans, 4 ans. Et c'est vrai qu'après aussi, quand on a fait ce film, on sait qu'on touche à quelque chose d'important et de fondamental. Il y a une étude qui a été faite, je crois, sur le muséum dans l'empathie. Vous me racontiez, je ne sais pas si ça fait partie de ce que vous allez dire. Non, mais... Parce que ça, elle m'a vachement impressionné. Quand je rencontre Guillaume, il me dit, il y a une étude qui est faite sur l'empathie
de l'homme au vivant. Quelle est la force empathique de l'homme au vivant? Il y a des choses pour lesquelles il est très empathique, d'autres pour lesquelles il ne l'est pas. Et notamment, si je me souviens bien, mais vous avez le droit de me corriger, hein, parce que on raconte les histoires dans le cinéma, nous, toujours. Une des choses qu'on retrouvait, c'était la symétrie. La symétrie est quelque chose qui rend l'homme empathique, les choses qui correspondent finalement à la nôtre, puisque nous sommes symétriques. Donc on a plutôt une attirance à la symétrie forte, et donc une empathie forte sur la symétrie. À une exception près, l'arbre. Et c'est la seule exception dans la courbe d'empathique, où effectivement dans ce qui est symétrique, la courbe est constante, dans ce qui est asymétrique, il y a un pic sur l'empathie sur l'arbre. On a très vite, dès le début, on savait qu'on tenait quelque chose qui était important, à savoir la biodiversité, qui est un vrai sujet, qui est un sujet qui est enseigné à l'école et c'est important, un sujet sur la nature qu'on a besoin de redécouvrir avec émerveillement plutôt qu'avec quelle culpabilité, ce qui est notre point de vue. Et donc on a construit autour du film ce qu'on appelle du transmédia, c'est-à-dire qu'on s'est dit on a un vrai sujet de fond, il faudrait regarder en termes de médias ce qu'on peut développer avec ce sujet. Et on a construit avec le muséum pas mal de choses en fait, d'abord de l'édition livre, édition jeunesse, qui sont des choses qui sont validées par le muséum. Il y a un beau livre aussi qui n'a pas eu le temps de l'être, mais dans le principe. On a fait des podcasts qui ont été aussi validés par le muséum. Et on a fait des kits pédagogiques pour approcher et des accords ONF aussi pour pouvoir faire de l'approche en forêt aussi. Donc tout cet environnement, il est important. Je pense que Guillaume va vous l'expliquer aussi parce qu'il a été pensé et fabriqué avec minutie. Et c'est assez intéressant de voir à quel point on peut pousser un projet, un sujet à fond aussi fort en tout cas. Donc pour nous, le film, c'est une espèce de locomotive grand public. Et derrière, il y a plein de wagons super intéressants qui peuvent servir à sensibiliser, à apprendre sur la nature. On avait des informations à l'heure près de Météo France, donc ils nous prévenaient en disant attention, orage qui passe sur la région, etc. Et il n'est jamais passé exactement sur l'arbre. Il est toujours passé à côté. Donc on a fait les images, ça c'est la grande qualité du montage. Il a été sous la pluie, mais l'orage n'est jamais passé sous l'arbre, au-dessus de l'arbre. Il est toujours passé à côté. Donc on l'a au fond, on l'a à côté, on a la pluie sur l'arbre, mais on n'a jamais eu l'orage en fait directement sur l'arbre. Donc ça c'est un truc qu'on voulait faire, on l'a bidouillé dans le film en fait. C'est vraiment du montage, quoi. Mais ça marche, c'est le son qui fait que ça marche d'ailleurs. Parce qu'on se le prend par derrière, par devant. C'est impressionnant le son, l'environnement sonore du film. Alors macro, c'est beaucoup de bruitage, c'est-à-dire que quand on a demandé le son est fait en plusieurs étapes. Il y a le tournage dans lequel on ne tourne pas avec du son direct. Donc on attend d'avoir tourné, on sait que quand on a un certain nombre de séquences, il faut aller chercher le son et on envoie l'ingénieur du son sur ses commandes spécifiques. Ça c'est un premier lot. Le deuxième, c'est toute l'approche qu'on fait avec le muséum qui a aussi une banque sonore naturelle importante. Donc on va s'appuyer aussi sur la banque sonore du muséum là-dessus. Et le troisième, c'est le bruitage, et le bruitage est très important. On a passé 5 semaines à bruiter le film. Et en fait, quand vous dites comment est-ce que, si vous voulez trouver un son de balanin qui marche, bon courage, hein. Ça n'existe pas. Personne ne l'a fait, ça n'existe pas. Donc en fait, c'est là où on fait intervenir le bruiteur. Et c'est assez drôle, puisque le bruiteur, au début, c'est des vrais professionnels du genre. Donc ils savent très bien vous faire des pas à 2, à 4 pattes, à 4, pas de souci. Mais à 6 pattes, ils ne savent pas. Et donc, il a fallu qu'on passe 2 fois. Il faisait les 4 premières pattes une première fois, puis les 2 dernières une deuxième fois. Il n'arrivait pas à faire les 6 en même temps. Parce qu'il n'a pas l'habitude, en fait. Et c'est vrai que quand on regardait et qu'il n'y avait que 4 pattes bruitées, ça ne marchait pas. Vous lui en mettez 6 et tout d'un coup, vous êtes dedans, comme ça. Donc il y a un gros travail de bruitage aussi, bien sûr, ce qu'on appelle d'environnement sonore. Comme on n'a pas de voix off, les personnages, il faut qu'ils soient super vivants, il faut qu'on vive avec eux, il faut qu'on vive dans leur point de vue, et donc il faut qu'on les entende aussi.
Alors c'est un choix parce que effectivement quand on dit émerveiller pour apprendre, on pense beaucoup aux enfants et qu'on s'est dit qu'on allait faire un programme qui serait aussi très accessible aux enfants. Et ça a été une volonté à la base de se dire on ne fera pas de prédation. La prédation est traumatisante, des informations traumatisantes, on en a plein autour de nous déjà. On s'est dit pourquoi pas de la belle histoire, ça fera du bien. C'est pas faux scientifiquement, puisque ça arrive qu'on échappe à certaines prédations, et c'est ça qu'on a raconté. C'est cette fois-là où ça passe. Mais oui, c'est un vrai choix, oui. Alors, ça va très 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 loin, mais quand on va dans les comportements animaliers, rien que pour vous dire, le jet qui est considéré aujourd'hui comme un alerteur par ses cris de prévenir les autres de ce qui arrive, a notamment un cri très très spécifique sur l'arrivée d'un prédateur par l'air, qu'on connaît du jet. Et on s'est aperçu pendant la glandée de l'arbre qu'il utilisait ce cri-là. Mais c'était juste pour avoir plus de glands. Donc en fait, le jet, c'est mentir. Non mais ça va loin quelque part, vous parlez de collaboration. Je crois que ça va encore plus loin que ça, c'est que dans la collaboration, il y a aussi une manière de vivre, mais j'ai presque envie de vous dire, ce film c'est un hommage à vivre ensemble. C'est comme ça que le voit Michel Seydoux. Et je me suis aperçu, d'ailleurs, en faisant ce film, en milieu de course, quand on a commencé le montage, parce qu'on a commencé le montage, on n'est pas fini de tourner, je me suis aperçu que la manière dont me décrivaient les sensations les réalisateurs, j'étais en fait sur leurs souvenirs d'enfance. En fait, je crois que ce film est le souvenir d'enfance de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux. Ces deux amoureux de la nature qui se sont baladés petits dans la nature. Et ce qui me retranscrivait, ce qu'il fallait qu'on fabrique, pour moi, c'était des souvenirs d'enfance. Je me souviens, par exemple, il me donnait des cadres à cette hauteur-là pratiquement tout le temps. Et je me disais, c'est bizarre que vous regardez à ce point de vue-là. Et en fait, c'est juste un souvenir. S'il n'avait pas conscience de ça, c'est un vrai souvenir personnel. Collaboration, j'ai presque envie de dire, c'est plus un sujet scientifique sur lequel je ne sais pas. En fait, nous, on se renseigne, on voit toutes les interactions possibles et on en choisit certaines pour raconter l'histoire. Donc on fait des choix, mais on fait des choix dans un contexte qui est un contexte réel. Voilà. Après, on peut aller chercher l'exceptionnel un peu de temps en temps. Ça nous arrive.